Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet avec vous qui est la résistance au changement. Un sujet assez vaste, mais qui est important puisqu'aujourd'hui, il est omniprésent dans notre société, mais aussi et surtout dans les processus de recrutement. Et il est pour moi indispensable de savoir gérer cette résistance au changement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le sujet? Ah oui, bah, effectivement, et donc c'est une demande qui devient quasiment systématique, si vous voulez, quand on va faire des évaluations, c'est quid de la résistance au changement de cette personne-là. Alors là, c'est un truc qui est effectivement très piégeux, très très piégeux. Donc là, on va revenir un petit peu aux bases de la psychométrie pour pouvoir vous répondre. C'est que l'antériorité, l'historique, si vous voulez, de la psychométrie fait qu'on fonctionne en termes de personnalité. Mhm. Voilà. Donc c'est Galton, 1800 et des poussières, etc. Donc, comme on a, pour la plupart, si vous voulez, que la personnalité comme outil, évidemment, on va tenter de répondre au travers d'une grille de personnalité. Et là où est le piège, c'est qu'effectivement, il y a des profils de personnalité qui sont résistants au changement. C'est indéniable. Nous, par exemple, dans Intelli7, on a une intelligence, une personnalité qui est conforme, qui, on le sait, est résistante au changement. Et ça Et peut être dû à l'âge aussi, parce que souvent on dit, ah bah c'est les personnes qui sont là depuis 30 ans dans la boîte qui ont plus de résistance au changement, ceux qui font partie de l'ancienne génération, entre gros guillemets. Mais est-ce que ça a vraiment un... Est-ce que c'est vraiment ça qui joue, ou c'est plus la personnalité de la personne? ah non, à la base, c'est même pas la personnalité, c'est encore autre chose. Justement, c'est là qu'est le piège. Alors l'âge n'aide pas, on est bien d'accord. Mais là, c'est la fatigue, on va dire. Hein, c'est la fatigue. Quand une personne a passé toute sa vie, moi le premier, si vous voulez, à s'adapter, se suradapter, etc., au bout d'un moment, on en a un peu assez. Puis il y a des pièges, il y a des effets de bord dans le changement. Donc, on va pas pouvoir aborder tout le changement aujourd'hui, mais pour Mhm. détecter, si vous voulez, la résistance au changement, évidemment, il y a l'âge, bien qu'il y a quand même des profils de personnalité qui sont gourmands de changement toute leur vie. Donc on ne peut pas simplement résumer à ça. Je ne pense pas que ce soit le bon tri, même s'il peut. Le piège, c'est qu'il peut faire sens de temps en temps. Donc on serait tenté de généraliser. Et dans les grilles de personnalité, c'est exactement la même problématique. Parce qu'il y a des personnalités qui peuvent être résistantes au changement à coup sûr, hein, on peut se dire, bon, bah, il suffit de travailler sur la personnalité. Mais en fait, c'est totalement erroné. On peut avoir et ça on le montre très bien dans l'Intelli7, par exemple l'intelligence créative. On se dit l'intelligence créative, a priori, va être gourmande de changement. C'est pas logique. Non, pas du tout. On peut en avoir, c'est vrai, mais on peut avoir exactement le contraire. Ça, j'ai des exemples quotidiens de cette affaire-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, la résistance au changement de prime abord, si vous voulez, c'est pas une question de personnalité, c'est une question de métaprogramme. C'est une question qui est préalable à l'apparition de la personnalité. Donc ça, les métaprogrammes, c'est un registre de programmation neurolinguistique de niveau maître praticien. Et en fait, ça montre, si vous voulez, comment fonctionne, on va dire, notre conscience, comment fonctionne notre système de cognition. Voilà. Et donc ça touche plus spécifiquement un métaprogramme qui est référence interne, référence externe. Et les gens fortement câblés références internes, si vous voulez, sont structurellement dans leur manière de raisonner. C'est pas une question de valeur, c'est dans la manière de réfléchir, on pourrait dire, résistante au changement. Voilà. Alors vous avez le conforme, vous avez le combattant, etc. Mais on peut avoir des créatifs ou des profils réalistes ou spontanés, enfin tout ce qu'on veut, empathiques, qui peuvent être résistants au changement parce qu'ils sont une partie référence interne, mais ils ont aussi une partie référence externe. Ok. Donc, on ne peut pas dire spontanément un créatif va être ouvert au changement ou pas. On ne peut pas dire spontanément. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est pas une question de personnalité. C'est une question de métaprogramme. Voilà. Donc ça, c'est absolument important. C'est le premier aspect, je dirais, qui représente 70% du thème résistance au changement, détecter ce métaprogramme. Après ça, il y a un deuxième aspect qu'on a pu évoquer dans une précédente interview sur les dimensions identitaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ont plein la bouche de jolis mots sur le changement, mais quand ils sont sur le terrain en face du changement, c'est très différent. Voilà. Donc là, on pourrait dire quelque part, ils ont des craintes, ce qui est vrai pour tout le monde, hein, d'avoir des craintes, voilà, il n'y a pas de souci en soi, mais le problème qu'on va avoir, c'est que dans le discours, ils font une chose, et dans la pratique, ils font autre chose. Et comme dit comment dire, le proverbe, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Autrement dit, c'est bien beau les gens qui parlent, il vaudrait mieux mettre son attention sur ce qu'ils font. Là, ça peut être très différent.
Voilà. Donc ça, c'est un deuxième aspect, c'est quand même intéressant de le détecter. Alors nous, évidemment, avec Intelli7, on sait le faire, on en avait parlé dans une autre interview. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça représente, je pense, 20%, si vous voulez, de la résistance au changement. Et du coup, vous agissez, pardon, à quel moment? Ça peut être, par exemple, enfin, je ne sais pas, moi, résistance au fait d'intégrer une nouvelle personne dans l'équipe, résistance au fait du changement de DG, par exemple, de direction, de manager. Alors, on peut être, ça va dépendre des profils, hein. On peut être sur un tri-personne, effectivement, mais ça peut être changement de lieu, problématique de territoire, cerveau reptilien, si vous voulez, tout simplement. Ça peut être un changement d'activité. Moi, je suis rentré, je me souviens d'un client à Annecy, il fabriquait des pompes à vide, si vous voulez, bon, très bien. Et puis, à un moment donné, il devait retravailler pour l'armée, bon, il y a toute une antériorité, etc. Bref, il fallait fabriquer des torpilles. Le mec, il dit non, moi je veux bien fabriquer des pompes à vide, mais des torpilles. Bon. Oui, mais quelque part, on comprend. Voilà. Mais du coup, comment aussi agir sur ces personnes-là qui peuvent être un petit peu butées, entre guillemets, à dire bah non, moi je ne veux pas. Et donc, comment vous pouvez arriver et dire bon, on va faire quelques tests, on va suivre quelques protocoles pour débloquer la situation? Alors, le diagnostiquer, c'est facile. Le changer, comme c'est un métaprogramme, la meilleure solution, c'est de ne pas y compter. Comme ça, c'est très simple. Moi, j'ai vu un cas en Suisse, si vous voulez, un expert comptable qui avait décidé que ce n'était pas utile dans une organisation d'installer la compte analytique, donc ça remonte un petit peu, vous le comprenez maintenant. Il s'est fait virer, c'est pas compliqué. Il avait été averti, il dit faux, mais non, il voulait pas, point. Il trouvait pas ça utile, si vous voulez, donc il l'a pas fait. Terminé, voilà. Il savait qu'il risquait sa place, etc. Mais il préférait s'y tenir, quoi. Ah oui, tout à fait. Donc, quand on travaille sur les métaprogrammes, c'est pour ça que c'est absolument essentiel dans l'humain, les connaissances des métaprogrammes, si vous voulez, vaut mieux s'organiser autour de l'existant plutôt que d'essayer de modifier quelque chose, parce que là, ça marche très très mal. Puis je voulais aussi souligner une chose, on va dire les 10% restants de résistance au changement, c'est beaucoup plus subtil, mais ça vaut le coup d'être évoqué. C'est qu'on a des gens qui sont gourmands de changement. Et ils le vivent pour changement. Donc, typiquement, chez nous, c'est l'intelligence spontanée. Ils sont gourmands de changement parce qu'ils s'ennuient, en fait. Alors, on se dit, ben super. Mais en fait, pas tout à fait. Parce que parler de résistance au changement, si vous voulez, si on en parle comme ça, on a oublié le plus important, c'est dans quel cadre, dans quel contexte. Et le contexte, c'est bien souvent, c'est quand même de la création de valeur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on veut générer un nouveau résultat, mais on veut générer quelque chose de tangible qu'on va typiquement pouvoir fabriquer, livrer, facturer. Voilà, là, bon. Et la problématique des gens gourmands de changement, qu'est-ce qu'ils génèrent? C'est le changement pour le changement. Et cette spécificité fait qu'on ne peut jamais consolider quoi que ce soit. Donc c'est en fait le trop de changement, ou le changement permanent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phases de changement, mais à un moment donné, il faut s'arrêter de changer pour pouvoir consolider. Et là, il y a aussi quelque chose d'assez glissant de cet ordre-là, pour avoir des organisations, des services qui sont très très agiles, mais qui en fait ne s'arrêtent jamais d'être agiles. Ils sont toujours en train de courir. Ils sont toujours lièvres, mais jamais tortues, si vous voulez. Et là, c'est une forme subtile, si vous voulez, de résistance au changement, parce que là, le changement dans ce cas-là n'est pas productif, si vous voulez. Donc on peut l'intégrer dans les critères de résistance au changement. Ok, d'accord. C'est un sujet quand même qui est assez complexe, j'ai envie de dire, parce que c'est variable en fait en fonction de chaque personne. C'est quand même un sujet dans lequel on peut aller très très loin et tester plein de méthodes, j'ai envie de dire, parce que une personne, j'ai envie de dire presque une personne, une méthode. Alors, une personne, une méthode, oui, quand vous regardez du côté des acteurs du changement, mais vous pouvez regarder aussi du côté du processus. Il y a des méthodes, si vous voulez, pour manager le changement, le change management, comme on dit. C'est absolument indispensable d'appliquer ces méthodes-là. Absolument indispensable. Si on ne les applique pas, de toute façon, ça va être compliqué. Voilà. Ça, c'est essentiel de se renseigner là-dessus. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé.